Dans le village de Kouji, la vie suit le cours d'un fleuve lent. Les garçons grandissaient pour devenir fermiers, pêcheurs ou charpentiers, comme leur père. Après l'école secondaire, les filles se mariaient jeunes et fondaient une famille, cuisinant et s'occupant de leurs enfants. Les habitants de Kouji ne connaissaient pas l'université. C'était un rêve dont ils n'avaient jamais entendu parler. Pour eux, l'éducation se terminait après l'école secondaire, et c'était suffisant. Les parents étaient heureux tant que les enfants savaient lire et écrire. Ils ne demandaient pas plus parce qu'ils n'en savaient pas plus. La vie au village était stable, comme le soleil qui se lève et se couche chaque jour. Il en avait toujours été ainsi, depuis des années. Mais quelque chose se préparait, quelque chose qui allait ébranler la vie tranquille de Kouji. Un changement était dans l'air, comme une tempête sur le point d'éclater. Le village ne le savait pas encore, mais la vie ne serait plus jamais la même. Par une belle journée ensoleillée, le village de Kouji s'est mis à bruire d'excitation. Un groupe d'étudiants de la ville est venu de très loin pour faire une excursion. Ils sont arrivés avec de grands sourires, des vêtements élégants et des chaussures brillantes. Les villages n'avaient jamais rien vu de tel. Les élèves marchaient la tête haute, tenant leurs livres d'une main et parlant de la vie en ville. Leurs paroles sonnaient comme de la musique aux oreilles des villageois. Regardez comment ils marchent, chuchotent les villageois, regardez comment ils parlent. Les élèves leur ont montré beaucoup de choses étranges et intéressantes. Ils ont parlé des grosses machines utilisées en ville, des machines qui permettent de construire des maisons et de faciliter l'agriculture. Ils ont montré aux villageois comment ils étudiaient à l'aide de ces machines. Tout le monde avait les yeux écarquillés par l'émerveillement. Le chef, debout avec sa canne, n'en revenait pas. Il regarda les élèves et se dit, c'est ainsi que nos enfants devraient être. Tout le village pensait la même chose. Pour la première fois, l'idée d'envoyer leurs propres enfants à l'université en ville leur a traversé l'esprit. Les étudiants de la ville ne sont restés que peu de temps, mais ils ont laissé quelque chose derrière eux, de l'espoir. Les villages rêvaient désormais d'un avenir où leurs enfants dépasseraient le village, l'école secondaire, et atteindraient quelque chose de plus grand. Ils voulaient que leurs enfants portent des vêtements élégants, qu'ils marchent droit et qu'ils deviennent sages, tout comme les étudiants de la ville. Les villages se sont rassemblés sous le grand arbre Iroko pour parler de leurs nouveaux rêves. Les hommes se frottaient le menton, les femmes chuchotaient entre elles et les enfants étaient assis tout près, écoutant les yeux écarquillés. Ils sont tous d'accord pour dire qu'un enfant doit aller à la ville et apprendre les coutumes du monde. Mais qui seraient ceux? Ils regardèrent autour d'eux, réfléchissant longuement, puis quelqu'un prit la parole, Folake, et les autres acquiescèrent, car tout le monde savait que Folake n'était pas une fille ordinaire. Sa beauté était comme le soleil qui brille après la pluie, brillante et pure. Elle était également intelligente, avec des yeux rapides qui remarquaient tout. Elle était gentille, aidait toujours sa mère, riait toujours, faisait toujours sourire les anciens. Oui, Folake, dirent-ils, la voix de plus en plus forte. C'est elle qui fera la fierté de Kouji. Les villages rassemblèrent donc leurs cadeaux pour le voyage de Folake. Les femmes emballèrent de la nourriture, des ignames séchés, du poivre moulu, un peu d'huile de palme. Les hommes ont sorti le peu d'argent qu'ils avaient. Tous les cubots qu'ils pouvaient épargner. Et comme une rivière débordant d'amour, ils l'ont comblé de bénédictions. Les vieilles femmes placèrent leurs mains sur sa tête, lui murmurant des mots de force et de protection, remplissant son cœur de courage. « Va, Folake, lui dirent-elles, souviens-toi de nous, rends-nous fiers. » Et c'est avec les espoirs et les rêves de tout le village que Folake a quitté Kouji. Son petit sac serré contre elle, son esprit bourdonnant de pensée pour la ville. Pendant qu'elle s'éloignait, les villages la regardaient, la saluant et essuyant des larmes, la renvoyant avec tous leurs rêves sur ses petites épaules. Lorsque Folake entra dans la ville, elle eut l'impression de pénétrer dans un tout nouveau monde. Les bâtiments s'élevaient comme des arbres géants, les voitures filaient comme des oiseaux et les rues étaient pleines de gens, chacun avec son propre chemin et son propre but. Folake a les yeux écarquillés d'émerveillement et le cœur battant à la fois d'excitation et de peur. L'école est un endroit étrange au début, mais Folake apprend vite. Elle étudie avec acharnement, lève toujours la main et écoute attentivement. Rapidement, ses professeurs ont remarqué son esprit vif et ses camarades de classe ont vu son sourire bienveillant. Elle n'était plus seulement une jeune fille venue d'un village lointain. Elle est devenue leur amie.
Folake a rencontré une fille nommée Toshi, qui est devenue sa meilleure amie. Toshi connaissait les moindres recoins de la ville et montra à Folake le chemin à suivre. Elle lui apprit quels chemins emprunter, quels aliments manger et même comment éviter les nombreux dangers de la ville. Avec Toshi à ses côtés, Folake se sentait un peu plus à l'aise. Mais la vie en ville n'était pas facile. Le village de Folake envoyait peu d'argent. Juste de quoi acheter quelque chose. Certains jours, elle se couchait avec l'estomac qui gargouillait, l'esprit tourné vers Kuji, où sa famille et le village avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour la soutenir. « Je ne dois pas les décevoir », se murmurait-elle chaque soir, s'accrochant au petit espoir qu'ils avaient placé dans son cœur. C'est ainsi que Folake poursuivit son chemin, conciliant les défis de la ville et les rêves de son village. Son esprit est aussi fort qu'un jeune arbre qui oscille mais ne se brise pas. Au début, Folake pensait que sa nouvelle école était remplie de visages aimables comme celui de son ami Toshi, mais elle a vite appris que tous les visages n'étaient pas souriants. Certains élèves, en particulier ceux qui portaient des chaussures cirées et des vêtements élégants, ont commencé à remarquer que Folake s'habillait différemment. Elle portait ses robes simples d'Ankara, dont chaque point rappelait son village, sa famille, son peuple. Pour elle, c'étaient des vêtements de fierté, mais pour eux, ils étaient étranges et déplacés. Ils commencèrent à chuchoter lorsqu'elle passa devant eux, leur voix aiguisée comme des épines. « Regardez-la » murmurait-il. « Ce n'est qu'une villageoise. » Certaines filles riaient derrière elle, se couvrant la bouche de leurs mains manucurées. Ne sait-elle pas comment s'habiller en ville? Chaque mot pique comme un dard d'abeille, petit mais perçant. Folake essayait de garder la tête haute pour ignorer leurs rires et leurs paroles blessantes. Elle marchait rapidement, espérant que la journée se terminerait bientôt, que le lendemain serait meilleur. Mais chaque jour, les murmures se font plus forts et les rires se transforment en railleries. Ils commencèrent à l'appeler Village Girl comme si c'était son nom, chaque mot résonnant dans son esprit. Certains garçons la taquinaient aussi, se poussant du coude et se moquant d'elle lorsqu'ils la voyaient dans ses simples vêtements. Ils lui barraient le chemin, le regard froid. « Retourne d'où tu viens, » disait-il en ricanant, « tu n'as rien à faire ici. » Le cœur de Folake s'est alourdi et la solitude l'a enveloppé comme une ombre qui ne voulait pas partir. Mais Folake n'est pas étrangère aux épreuves. Elle serra le poing, se rappelant le village qui lui avait fait confiance, les gens qui l'avaient envoyé avec rien d'autre que de l'espoir. Pourtant, le fardeau s'alourdit de jour en jour, et Folake commença à se demander si la ville n'allait pas briser son esprit. La lumière qui brillait autrefois dans ses yeux s'estompait, comme si les ombres de la ville l'engloutissaient tout entière. Au fil du temps, Folake ne put s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange chez son ami Toshi. Bien que la famille de Toshi n'ait pas grand-chose, elle semblait toujours avoir de l'argent, de nouvelles chaussures, des ankas et les dernières robes. Folake, qui comptait chaque pièce et se battait pour acheter les plus petites choses, se posait des questions. Un après-midi, Folake regarda Toshi, sa curiosité débordant enfin. « Toshi, demanda-t-elle d'une voix douce, comment fais-tu pour acheter toutes ces choses? Où trouvez-vous l'argent? » Toshi se contente de rire, d'un son léger et rapide, balayant la question d'un geste de la main. « Ah, Folake, ne t'inquiète pas, dit-elle en souriant. Juste un peu d'agitation ici et là. » Mais l'esprit de Folake ne pouvait se reposer. Elle observait Toshi lorsqu'elle disparaissait le soir, habillée avec un peu plus de soin, les yeux brillants et secrets. Et à chaque fois, la curiosité de Folake s'aiguisait, comme le tranchant d'un couteau. Folake essaya encore de poser la question à Toshi, mais son ami se contenta d'en rire une fois de plus, en disant « Un jour, tu comprendras, Folake », et sur ce, elle changea de sujet, laissant les questions de Folake sans réponse. Pourtant, le mystère de l'activité de Toshi planait dans l'esprit de Folake comme une ombre, l'amenant à se demander ce que la vie en ville pourrait exiger d'elle par la suite. Les jours se sont transformés en semaines, et de temps en temps, Folake posait à nouveau la question, espérant que son ami lui révèle le secret. Mais à chaque fois, Toshi se mettait à rire et à balayer la question d'un revers de main, comme s'il s'agissait d'un mystère destiné à rester caché. « Profite, Folake, disait-elle, ne t'inquiète pas de savoir comment je gagne mon argent, mais Folake ne pouvait pas ignorer l'idée qui lui trottait dans la tête. Il y avait une ombre, un soupçon de quelque chose d'inconnu, et elle commençait à grandir, se répandant comme un nuage sombre. Que cachait Toshi,
et comment parvenait-elle à vivre si confortablement alors que Folakeh luttait seule dans les moments de calme pour donner un sens à tout cela? La question suivait Folakeh comme un écho, un secret à moitié dit, s'attardant dans le silence. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était que le début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore voir, quelque chose de caché au cœur de la ville. Le temps s'écoula comme du sable entre ses doigts, et la petite réserve d'argent de Folakeh se retrouva bientôt à sec. Les exigences de la ville étaient sans fin, et chaque jour, la faim rongeait Folakeh, lui rappelant que le peu qu'envoyait son village n'était jamais suffisant. Son estomac grondait comme un animal agité, le mal s'amplifiant à mesure que son espoir s'évanouissait. Le soir, elle s'asseyait seule dans sa petite chambre, une simple bougie éclairant ses lettres. « Maman, papa », écrivait-elle avec des mains tremblantes, « les choses sont dures ici. Je ne veux pas être un fardeau, mais c'est tellement différent en ville. » Elle envoyait les lettres dans l'espoir que ces mots apporteraient un peu plus d'aide. Mais Kougia est un village pauvre. Ils envoyaient ce qu'ils pouvaient, de petits colis contenant du poisson séché ou quelques pièces de monnaie. Les lettres de sa mère étaient pleines d'amour et d'inquiétude, mais Folakeh savait que sa famille était à bout de souffle rien que pour la soutenir. Les jours se sont transformés en longues semaines affamées. Elle pouvait à peine se concentrer en classe, son esprit dérivant comme de la fumée, trop faible pour garder ses pensées stables. Son estomac grondait pendant les cours, chaque son étant aussi fort qu'un coup de tonnerre, mais elle s'efforçait de rester assise, ignorant les rires de ses camarades de classe. Folakeh savait qu'elle ne pouvait pas laisser tomber le village, mais son esprit se brisait lentement, morceau par morceau. Les nuits devenaient plus froides, la ville plus sombre, et le poids de ses difficultés pesait sur elle comme une pierre invisible, lourde et implacable. Et au milieu de tout cela, le rire de Toshi résonnait dans son esprit, l'ami qui avait de l'argent facile, un secret caché et aucun souci. Le cœur de Folakeh se tordait, pris entre la fierté et le goût amer de l'impuissance. Une nuit, alors que Folakeh était allongée sur son mince matelas, l'estomac vide et douloureux, elle atteignit un point de rupture. Elle ne pouvait plus ignorer la faim qui la tenaillait, lui rappelant constamment à quel point la vie en ville était devenue difficile. Le lendemain matin, les yeux fatigués et le cœur lourd de honte, elle retrouve Toshi devant l'école. « Toshi, s'il te plaît », chuchota-t-elle, la voix tremblante. « J'ai besoin de savoir. Laisse-moi travailler avec toi, quoi que ce soit. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Toshi regarda son amie d'un air sérieux, son sourire s'estompant lorsqu'elle réalisa à quel point Folakeh était désespérée. « Folakeh, commença-t-elle lentement, es-tu sûre? Ce n'est pas un travail comme les autres. C'est différent. » Mais les yeux de Folakeh étaient résolus, son besoin était trop grand pour faire marche arrière maintenant. « Je m'en fiche, dit-elle fermement, d'une voix plus ferme qu'elle ne le sentait. « Montre-moi. Je n'ai pas le choix. » Après une longue pause silencieuse, Toshi acquiesça enfin. Elle conduisit Folakeh dans un coin tranquille où les lumières de la ville projetaient de faibles ombres. « Écoute, Folakeh, ce n'est pas quelque chose que tu partages avec qui que ce soit. C'est un moyen de gagner de l'argent rapidement, mais ce n'est pas ce à quoi tu t'attends. » Et c'est là, à voix basse, que Toshi révèle la vérité. Le cœur de Folakeh s'emballa et son pouls accéléra lorsqu'elle comprit ce que disait son amie. Ce n'était pas le type de travail qu'elle avait imaginé. C'était quelque chose d'étranger, de dangereux, quelque chose que les villages n'approuveraient jamais. Mais pour la chance, usée par la faim et les privations, elle acquiesça sans un mot. « Je vais le faire », murmura-t-elle, d'une voix calme mais déterminée. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit un léger soulagement, bien qu'il fût assombri par une obscurité grandissante dans son cœur. Son chemin était en train de changer, elle le sentait, mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. Ce soir-là, Toshi apporta à Folakeh une robe qui scintillait comme les étoiles, une robe qui lui donnait l'impression d'appartenir à la ville elle-même. Toshi lui peignit le visage avec des couleurs que Folakeh n'avait jamais portées auparavant. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la fille qui la regardait. « Tu es parfaite », dit Toshi en hochant la tête, son sourire rassurant mais distant. Folakeh suivit son amie dans un bar où les lumières étaient vives et où la musique battait à tout rompre. L'air était chargé de rires et de bavardages, des inconnus passant d'une table à l'autre. Toshi la guida à travers tout cela, lui montrant comment parler, comment rire, comment charmer. Et Folakeh,
nerveuse mais déterminée, a suivi chaque pas, chaque murmure des paroles de Toshi. Au cours de la soirée, Folake s'est retrouvée assise avec un homme qui lui a remis de l'argent, plus qu'elle n'en avait jamais eu dans sa vie. Elle s'était amusée avec l'homme un peu plus tôt, le satisfaisant dans la pièce. Les pièces glissèrent dans sa paume comme un cadeau venu d'un autre monde, leur poids l'emplissant d'une étrange sensation nouvelle. Elle était venue ici avec la faim au cœur, mais elle ressentait maintenant quelque chose d'autre, proche de l'excitation. Lorsqu'elle quitta le bar ce soir-là, les poches pleines, la lumière de la ville lui parut plus brillante, ses soucis plus lointains. Elle dépensa sans compter pour acheter de la nourriture et des friandises qu'elle n'avait fait que rêver de goûter. Pendant un instant, elle oublia tout, son village, ses promesses, l'espoir qu'elle avait porté. Tout ce qu'elle connaissait, c'était le frisson de sa nouvelle vie, un goût de liberté aussi doux que le miel. Folake est entrée dans un monde éblouissant et dangereux, un monde qui la fait se sentir vivante. Elle ne le savait pas encore, mais à chaque pas qu'elle faisait, elle laissait derrière elle la fille de Kuji, celle qu'ils avaient envoyée avec tant d'espoir. Un matin, Folake revient de la somptueuse maison d'un homme riche avec lequel elle a passé la nuit précédente. Son corps est lourd, une douleur profonde s'installe dans ses os et sa peau semble brûler. Elle se dit qu'il s'agissait d'une maladie bénigne, juste l'épuisement de la fin de soirée, pensa-t-elle, et peut-être un peu de fièvre. Elle se glissa dans l'espoir que le repos atténuerait l'étrange faiblesse qui s'accrochait à elle comme une ombre. Mais lorsque Folake se réveille, la faiblesse est toujours là. Les jours passent et elle est de plus en plus fatiguée, son corps semblant échapper à son contrôle. Ses amis s'en aperçurent également, et leurs rires se transformèrent en inquiétude. Ils lui apportèrent de la nourriture, des médicaments, tout ce qu'ils pensaient pouvoir l'aider, mais ses forces continuaient à s'évanouir comme de l'eau, glissant entre ses doigts. Puis, quelque chose d'encore plus étrange a commencé à se produire. Son ventre a commencé à gonfler. Au début, elle pensait que ses yeux lui jouaient des tours, mais ils s'arrondissaient de jour en jour, se durcissant comme un pot d'argile. Ses bras et ses jambes, en revanche, sont devenus minces, frêles comme des brindilles. Les autres filles murmurent que leurs visages sont pâles de peur. C'est comme quoi Shoko, murmura l'une d'elles en secouant la tête. Mais comment? Elle mange plus que jamais. Forlu qui elle-même avait peur. Elle toucha son ventre gonflé, appuyant doucement comme si elle essayait de comprendre cet étrange changement. Elle sentait ses os percer la peau ailleurs, ses joues se creuser, ses yeux devenir grands et distants, et pourtant son ventre continuait à grossir comme s'il contenait quelque chose de bien plus sombre que la faim. Ses amis firent tout ce qu'ils purent. Ils apportèrent des herbes, des spécialités et des médicaments dont ils avaient entendu dire qu'ils pouvaient guérir presque tout. Ils veillent sur elle, espérant chaque matin la voir s'asseoir avec un sourire. Ses forces reviennent. Mais quoi qu'il fasse, Lake ne fait que s'affaiblir. Sa peau perdit son éclat, ses cheveux devinrent ternes et ses yeux, autrefois brillants, semblèrent fatigués, lourds d'une ombre qu'aucun repos ne parvenait à dissiper. Les jours se transformèrent en semaines, et ses amis eurent bientôt épuisé tous les remèdes qu'ils connaissaient. Les médecins de la ville secouaient la tête en disant « Il n'y a rien à faire ». Et lentement, même ses amis commencèrent à s'éloigner, effrayés par ce qu'ils ne comprenaient pas. Folake est restée seule, sentant sa vie lui échapper de plus en plus, comme une rivière qui coule hors de sa portée. Désespérés et terrifiés, ils ont fait un choix. « Nous devons la ramener au village », murmurent-ils entre eux, hochant la tête avec détermination. Ils la ramèneront à Kuji, le village qui avait autrefois rempli son cœur de force et d'espoir. C'était le seul endroit qui pouvait la sauver, le seul endroit où une solution pouvait être trouvée. C'est donc le cœur lourd qu'ils soulevèrent le corps frêle et rétréci de Folake, qu'ils recouvrirent d'une couverture et qu'ils partirent pour Kuji, en espérant que son peuple comprendrait. Les amis de Folake sont arrivés à Kuji par un matin gris et brumeux, la portant aussi délicatement qu'une poupée fragile. Les villages qui avaient attendu son retour avec impatience se rassemblèrent, les visages remplis d'impatience. Pendant des mois, ils avaient rêvé de ce jour, imaginant Folake revenir comme un grand symbole de la fierté du village, une jeune femme transformée par la ville, portant peut-être même des vêtements qui brillaient comme les lumières de la ville. Mais ce qu'ils virent les laissa silencieux, leurs espoirs tombant comme des pierres. Folake était à peine reconnaissable. Son visage, autrefois magnifique, était pâle et creux, son corps, frêle et mince, comme si elle n'avait pas mangé depuis des semaines.
Son ventre était gonflé et rond, comme une moquerie tordue de la santé, et ses yeux avaient un regard terne et distant qui semblait perdu dans une tempête invisible. La jeune fille autrefois pleine de vie qui était partie avec les espoirs du village ressemblait désormais à un fantôme revenu d'un endroit sombre. Les amis de Folakay, évitant le regard interrogateur du villageois, expliquent rapidement que Folakay est tombé malade, que la vie urbaine a fait des ravages et qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre que de la ramener à la maison. Ils n'ont pas donné plus de détails, pas même la vie qu'ils allaient lui faire découvrir. Sans un autre regard, ils tournèrent les talons et partirent, se dépêchant de retourner dans le monde qu'ils connaissaient. Laissant derrière eux le destin de Kuji et de Folakay. Les villages les regardaient, choqués et attristés, murmurant entre eux, la confusion et la tristesse se mêlant dans leur voix. « Ce n'est pas notre Folakay », chuchota quelqu'un, qui avait du mal à croire ce qu'il voyait. Ses parents s'avancèrent, tremblants, et s'agenouillèrent près de sa frêle silhouette, les larmes aux yeux. Ils avaient envoyé une jeune fille forte avec des rêves aussi vastes que le ciel, et maintenant devant eux se trouvait l'ombre de cette même enfant, brisée, faible et silencieuse. Le village s'est donc rassemblé autour d'elle en silence, chacun luttant contre l'incrédulité et le chagrin. Falak était allongé sur une natte tissée sur la place du village, entouré de visages familiers, tous empreints d'inquiétude. Son corps frêle frissonna tandis qu'elle regardait autour d'elle, voyant la chaleur et la tristesse dans les yeux des gens qui l'avaient envoyée dans la ville avec tant d'espoir. Les lèvres tremblantes, elle parla, sa voix étant à peine un murmure, mais portant le poids de 1000 regrets. La vie en ville était dure, commença-t-elle, les yeux fixés sur le sol. L'argent que tu envoyais ne suffisait jamais. J'ai essayé de me débrouiller. Mais la faim est devenue mon ombre constante. Sa voix se fissure à mesure qu'elle poursuit chaque mot, la coupant comme un couteau. J'ai rencontré un ami, Toshi, qui m'a montré un moyen de survivre. Mais c'était un chemin que je n'aurais jamais dû emprunter. J'ai oublié mon but. Je vous ai oublié, vous qui croyez en moi. J'ai choisi le mauvais chemin. Tandis que sa confession emplit l'air, les villageois l'écoutent, leur visage exprimant à la fois la tristesse et la compréhension. Les larmes glissaient sur ses joues, chacune d'entre elles scintillant comme des espoirs déçus. « Je vous ai tous déshonorés, murmura-t-elle, et j'ai jeté l'opprobre sur ma famille, sur notre village. » Les anciens s'avancèrent, le visage sévère, mais les yeux doux, empreints de la sagesse des années. La plus âgée d'entre elles, Anna, posa une main douce sur la tête de Falak. Il parla d'une voix grave et posée. « Ce dont tu souffres maintenant n'est pas une simple maladie pour la Chi. Ce n'est pas un remède, ce n'est pas une simple maladie. Tu es enceinte d'un enfant conçu en dehors du mariage. C'est la malédiction de la tradition de notre village. Une punition pour avoir rompu le lien sacré. » Les villageois murmurent doucement, hochant la tête pour comprendre le ventre gonflé de Forlock, son corps qui s'affaiblit. Tout cela faisait partie des anciennes conséquences. L'une d'entre elles, connue de tous les garçons et filles élevés dans la tradition, était claire. Si une jeune femme devenait vierge ou tombait enceinte en dehors du mariage, ce dont Folakay est maintenant victime, après avoir couché avec des hommes dans la ville, son corps souffrirait. Son esprit s'affaiblirait pour rappeler l'honneur et les valeurs du village. Mais l'aînée Enna poursuit, la voix posée et calme. Il existe un remède au manque. Le village a déjà connu de tels chagrins, et nous connaissons les moyens de guérison. Le chemin du retour à la santé ne sera pas facile. Mais si vous le voulez, vous pouvez retrouver la santé. Falak leva les yeux vers les anciens, ses yeux débordant à la fois d'espoir et de honte. Elle acquiesça, reconnaissante d'avoir la chance de se racheter pour la compréhension qu'elle avait dans leurs yeux. Les villageois se rassemblèrent autour d'elle, le cœur rempli de compassion, prêts à l'aider à retrouver son chemin. Les herboristes du village se rassemblèrent autour de Falak, murmurant des prières tout en préparant des herbes et des potions. Leurs mains bougeaient doucement, avec le soin que l'on apporte chaque jour à une fleur délicate. Elles appliquèrent des racines et des feuilles imbibées d'huile spéciale, massèrent son ventre gonflé, murmurant des paroles de guérison pour guider son esprit vers la force. Falak resta immobile, leur faisant confiance, sentant la chaleur revenir dans ses os comme la lumière du soleil après une longue tempête. Son corps frêle remplit ses yeux, retrouvant la lumière qu'il contenait autrefois.
Elle commença à prendre soin d'elle, mangeant les repas nourrissants préparés par sa mère et écoutant les conseils des aînés sur la façon de prendre soin de la vie qui grandissait en elle. Ils lui ont appris à bercer son ventre avec amour et respect, à parler doucement à son enfant à naître, à faire la paix avec le chemin qui l'avait ramené chez elle. Les mois passèrent et le jour arriva enfin. Sous la lune, Phalak donna naissance à un petit garçon. Ses cris remplissent l'air comme un chant de nouveau départ. Les villageois se rassemblèrent, offrant des bénédictions et des prières pour l'avenir de l'enfant. Phalak le serra contre elle, son petit visage lui rappelant tout ce qu'elle avait enduré et la promesse de tout ce qu'elle deviendrait. Elle l'a appelé Ayodel, ce qui signifie que la joie est revenue à la maison, car il n'était pas seulement son fils, mais aussi sa rédemption. À mesure que les saisons changent, Folake devient déterminée à terminer ce qu'elle avait entrepris avec son fils dans les bras. Elle s'est jurée de retourner à l'école, cette fois avec un esprit renouvelé et un cœur plein de détermination. Ses journées étaient longues pour concilier études et maternité, mais elle n'a pas faibli. Elle travaillait sans relâche, chaque petite victoire étant un pas vers la vie dont son village avait rêvé pour elle. Les années passent et le travail acharné de Phalak porte ses fruits. Elle est devenue une femme respectée, connue non seulement pour son intelligence, mais aussi pour sa force et sa résistance. Lorsqu'elle est finalement revenue à Kogé, non pas comme une âme perdue, mais comme une femme qui avait surmonté ses épreuves, le village a fait la fête. Ils ont rendu hommage à son courage et à la force dont elle a fait preuve face aux épreuves. Ils ne la considèrent pas comme une jeune fille qui s'est égarée, mais comme une femme qui a appris et grandi. L'histoire de Folake est devenue un conte transmis d'une génération à l'autre, un rappel de l'importance du courage, de la résilience et des secondes chances. Le village, autrefois calme et simple, porte désormais son histoire comme un joyau précieux. Une leçon pour tous les jeunes qui suivraient un jour leur propre chemin. Au fil des ans, les habitants de Kuji ont prononcé son nom avec fierté. Car Folake était devenu le symbole de leurs espoirs et de leurs rêves, un phare de la force qui vivait dans chaque cœur. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris de cette histoire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires enchanteresses comme celle-ci. Nous vous remercions.